Alors Jérémy, merci tout d'abord énormément d'avoir accepté cette invitation. Jérémy qu'il organise a des pratiques multiples. C'est une figure majeure de la scène théorique en Angleterre depuis de nombreuses années. Et donc on est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui en France. Jérémy, parmi vos pratiques, vous êtes enseignant. Vous avez été enseignant dans différentes écoles, à Kingston, à la Bartlett School et à l'université de Sheffield. Et vous avez aussi eu à plusieurs reprises des postes de direction d'université. Je pense à l'université d'art de Central Saint-Martin à Londres. Vous avez été doyen de l'université d'architecture de Westminster et puis directeur de l'école d'architecture de Sheffield. Vous êtes également architecte. Alors vous vous définissez vous-même comme un architecte, je cite, en convalescence. Et peut-être citer dans les années 90 une pratique que vous avez eue associée à Sarah Wigglesworth, avec qui vous dessinez une maison, la vôtre, et dont la genèse figure d'ailleurs à l'intérieur de la couverture de votre ouvrage dont il est question aujourd'hui. Et pour cette maison d'ailleurs vous recevez plusieurs prix anglais. Vous avez également une pratique de curateur. Vous avez assuré le commissariat du pavillon anglais à la Biennale d'architecture de Venise en 2006 et à la Biennale merci, en 2013. Merci beaucoup. Et puis donc vous êtes chercheur, auteur de nombreuses recherches et d'ouvrages qui sont majoritairement d'ailleurs menés ces recherches en collectif. Et pour 3 de ces ouvrages, vous avez reçu 3 fois, à chaque fois, le prix de la recherche du RIBA, qui est un fait rare, si ce n'est inédit, et qui dit l'importance de votre pensée et de vos recherches. Ces 3 ouvrages, je les cite très rapidement. Flexible Housing, écrit avec Tatiana Schneider en 2007. Spatial Agency, écrit également avec Tatiana Schneider, mais aussi Nishat Awan en 2011. Et puis le 3e, Architecture Depends, paru en 2009 et traduit seulement très récemment, à l'automne dernier. Voilà. Actuellement, depuis quelques années, vous travaillez avec au sein d'un collectif de chercheurs et d'architectes qui s'appelle MOULD et qui porte un projet de recherche sur les interactions entre pratiques spatiales et crise climatique. Et ça a donné lieu à un livre, Architecture is Climate, un livre qui est également paru à l'automne dernier et qui est en libre accès en version numérique. J'en dis pas plus de ce projet, puisqu'il me semble que vous allez l'évoquer ce soir. Et puis, pour finir de présenter aussi les personnes installées autour de cette table, se joint à nous pour cette soirée Ruth Oldan, pardon, avec nous donc ce soir. Ruth, vous assurez donc la traduction de la conférence, mais alors traduction pas au sens strict du mot. Je dirais que vous avez plutôt un rôle ce soir de facilitatrice pour nous aider, public, à saisir en français les notions complexes que Jérémy pourra évoquer dans sa présentation. Et merci d'assurer cette lourde tâche en direct. Voilà. Et Ruth, donc, pour vous situer également, vous êtes anglaise, installée en France depuis 20 ans et vous enseignez l'histoire de l'architecture et l'anglais aussi en école d'architecture. Et c'est important pour moi de rappeler aussi le statut de cette traduction et de la personne en charge de cette traduction, puisqu'une traduction n'est jamais neutre et un mot ne circule, lui non plus, jamais sans dépendance ni contingence. Je vous laisse la parole. Thank you, Julie, and thank you for the invitation. So, the lecture is in 2 halves. I'm going to do very quickly Architecture Depends, and then follow up with some of the more recent work. La lecture aura lieu en 2 parties. Donc on commence avec Ça dépend, et après on va passer à des travaux plus récents. So you can see that the French publishers changed the name of the book, and I didn't understand why. And I had a discussion with Pierre, and in the end, because the book is about contingency, which I will explain, I couldn't argue. Donc vous allez voir que les éditeurs ils ont changé le nom du livre, et je me demandais pourquoi.
on a eu une discussion à ce sujet, mais finalement, vu que le sujet du livre, c'est le contingence, je me suis dit, bon, je ne peux pas argumenter avec ça. So I'm going to do the book in 30 seconds. The argument of the book. Architecture depends on lots of things. And these things arrive on the screen, and I could have done 40 of them or 50 of them. It doesn't really matter. They're just indicative. On va faire le livre en 30 secondes. Architecture, ça dépend sur beaucoup de choses. Des choses qui arrivent sur l'écran, autour de nous. And what happens is that architecture cannot tolerate this mess, these dependencies. So it holds up the holy cross of architecture to try to banish them. Donc l'architecture ne peut pas tolérer ce bazar, ce chaos. Donc l'architecture tient ce saut de croix, ce croix sacré, pour les bannir, pour les éloigner. But what happens is they come back anyway, so get used to it. Mais elle reviendra toujours pour vous mordre, donc il faut s'habituer. That's the book. Thank you very much, and good night. Voilà, c'était le livre. Bonne soirée. So I'm going to do the book in 10 very quick sections, which means you then have to buy it and read it. Alors maintenant, je le fais en 10 sections plutôt courtes, et du coup, il va falloir que vous l'achetiez pour le lire après. The book opens with... It's gone already, it's fine. So the book opens with a description of architecture schools, in which I point to the fact that architecture schools has a set of very particular rituals. Donc le livre s'ouvre avec une description des écoles d'architecture, dans lequel je décris qu'au sein des écoles d'architecture, il y a toute une série de rituels assez étranges. Students enter as normal situated humans and come out as rather abnormal, detached members of the tribe. Les étudiants rentrent comme êtres humains normaux, situés, et ils ressortent un peu étranges, détachés des membres de la tribu. This social autonomy is maybe understandable. Tribes stick together. What is less comprehensible and defensible is when the social autonomy of the tribe manifests itself as the autonomy of practice, when architecture becomes detached as a discipline. Donc ce type d'autonomie sociale est quelque part compréhensible. Les tribus restent entre eux, ils se serrent les coudes. Mais ce qui est moins compréhensible, moins défensable, c'est quand l'autonomie sociale de la profession dépasse de ses limites et se manifeste comme une autonomie de la pratique, ou encore plus étrange comme une autonomie des produits de cette pratique. Je pense que je vais peut-être passer devant. How could buildings, with all their occupation by others, ever be torn from their social context? Comment il est possible que les bâtiments, avec toute leur occupation par d'autres, soient arrachés de leur contexte social? So the first chapter is about architecture education, and it ends with a quote from the Brazilian artist Helio Ochichicha, who says, "Purity is a myth. So the search for purity in architecture or in architecture school is an impossibility."
Donc ce chapitre sur les écoles d'architecture, ça se termine avec une citation de l'artiste brésilienne Elio Oiticica, qui dit que la priorité, c'est un mythe. Donc, toute recherche autrement, ça n'a pas de sens. So the second chapter talks about order, the way that architects and architecture students attempt to order the world. Le deuxième chapitre parle de l'ordre et les façons que les étudiants et les architectes essaient d'ordonner le monde. And it starts with Vitruvius, which is a terrible book, I think, but anyway, it's where architectural history and theory is always traced back to. I decided, he's very modest, to bring the whole body of this great discipline to complete order. Donc on commence avec Vitruve, que moi je pense que c'est vraiment un livre affreux, mais bon, on en revient toujours, c'est toujours là, cité comme le début. Et Vitruve, il dit « J'ai décidé à élever au niveau de système accompli ce vaste ensemble de connaissances. » dont il parle de l'architecture. What I write about is the way that the modern project, i.e. the project after the Enlightenment, has also been a project of ordering. And the intellectual hero of the book is Zygmunt Bauman, and Zygmunt Bauman says, what's on the screen? Donc mon argument, c'est que le projet moderne, c'est-à-dire le projet depuis l'âge des Lumières, a aussi été un projet d'ordonner. Et le héros du livre est en fait le théoricien Zygmunt Bauman, qui dit ces phrases qui sont derrière nous, que je vais traduire. Donc, le premier, parmi toutes les tâches impossibles que la modernité s'est assignée, la tâche d'ordre, ou plus précisément et surtout d'ordre comme tâche, se distingue des autres. Et puis, la pratique typiquement moderne consiste à tenter d'exterminer l'ambivalence. And what the project of order does is therefore to exclude things, and this becomes important in relation to climate. It accepts certain things into the discussion of order, but excludes everything else. Et donc ce projet d'ordonner, ça devient un processus d'exclusion, d'exclure certaines choses. Et cela est particulièrement important par rapport au climat. And Corbusier, as the prophet of modernism, says almost exactly the same as Zygmunt Bauman. The law of Rippelin, which is, a made-up law, is the elimination of the equivocal. Donc Le Corbusier, qui est quelque part le prophète du modernisme, dit finalement presque exactement la même chose que Bauman. Donc il parle de la loi du Ripolin, c'est une sorte de loi inventée par lui. Il dit que c'est l'élimination de l'équivoque. So part of the project of order is to eliminate contingency. Donc une partie de ce projet d'ordonnée, c'est l'élimination de la contingence. And the definition of contingency is, quite simply, the fact that things could be otherwise. Donc cette définition, la contingence est tout simplement le fait que les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont. Now this is a very challenging
idea for architects, that things could be otherwise. This room is designed as a controlled space in which you are sitting in a particular manner. The architect of this room wants you to sit like that and in no other way. They don't want things to be otherwise. Donc c'est une idée difficile pour les architectes, cette idée que les choses pourraient être autrement. Par exemple, cette pièce, c'est un espace dessiné, conçu très spécifiquement pour que vous soyez assis dans cette manière et pas autrement. C'est très précis. What would happen if this room instead had a flat floor with movable chairs? What would that do to the social dynamic? What would it do to my power over you? What would it do to the way that you feel within the room? Things would be otherwise because the architect would not be in full control. Sorry. Ça va. Donc qu'est-ce qui se passera si cette pièce avait un sol plat, au niveau, sans les gradins, sans les chaises? Qu'est-ce qui se passera à la dynamique sociale, les relations entre nous? L'architecte n'aura plus le contrôle, le dominance sur l'espace. Qu'est-ce que ça donnera si on avait une autre configuration dans cette salle? So the important argument of this section of the book is contingency is always with us, and that architecture is itself always contingent. You can never control everything. Donc, l'idée clé dans ce chapitre, c'est que la contingence est toujours avec nous, c'est toujours là, et que l'architecture, c'est toujours contingente. Du mal avec ce mot. C'est toujours là, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. So the history of architecture is told as a history without contingency. It is told with pictures of buildings which are only just finished, which are empty, which have lovely blue skies. It's a story told before really annoying people called users move in and disturb the purity. Donc l'histoire d'architecture a toujours été racontée avec des images, des bâtiments qui viennent d'être terminés, juste vraiment sur ce moment d'achèvement, avec des cieux bleus, avec des gens heureux. C'est raconté de cette manière avec des images qui ne sont pas, qui sont sans les utilisateurs, sans les occupants, sans les gens qui vivent dans les bâtiments. So the argument then goes on to say, how do we deal with contingency? If it is always with us, what does it make us do as designers and think about as designers? Donc comment pouvons-nous faire face à la contingence? Comment elle agit sur nous en tant que designer, en tant qu'architecte? Comment on peut gérer cette idée, cette notion? Contingency asks us to make choices. Dealing with contingency calls for one to have a vision and an intent, but at the same time to be modest and light-footed, mobile enough to allow that vision to be adjusted to circumstance. Donc la contingence nous demande de faire des choix. Elle demande, on a la nécessité d'avoir une vision, mais en même temps, il faut qu'on soit suffisamment modeste, agile
légère dans nos mouvements pour pouvoir ajuster cette vision aux circonstances, à ce qui se passe autour. Which is very different from how architects often operate, which is by imposing a fixed view of the world onto the world. Et cela, c'est très différent à la manière dont les architectes fonctionnent souvent. Souvent, il y a cette notion d'avoir une vision qu'on impose sur le monde. Et ce n'est pas ça ici. Okay, I'm going to read a bit from the book. In one photograph, a fish lies on a table in a modernist room. In another picture, the fish has been replaced by a loaf of bread. The photographs have been reproduced time and time again, multiplying the loaves and fishes, embedding them into the creed of architectural modernism. But this is not the only miracle that Le Corbusier achieves in these seminal photos of the Villa Stein and Savoy. The real triumph of these tableaux is to abolish time within architecture. You know the scene isn't real because there's a teapot and a jug of milk on the table, as well as the fish. And who drinks tea with fish in France? Le Corbusier's photographs are conspicuously manipulated to banish normal domestic inhabitations. They are indeed still lives. Une photographie montre un poisson posé sur une table dans une pièce moderniste. Sur une autre photographie, au lieu d'un poisson, il y a une miche de pain. Ces photographies ont été reproduites maintes fois, multipliant les poissons et les pains et les intégrant dans le credo du modernisme architectural. Mais ce n'est pas le seul miracle que Le Corbusier réalise dans ses photographies séminales de la Villa Stein et la Villa Savoie. Le vrai triomphe de ces tableaux, c'est l'abolition du temps au sein de l'architecture. On sait que la scène n'est pas réelle parce qu'il y a un théière et un pot de lait sur la table à côté du poisson. Et qui, en France, boit du thé avec du poisson? Les photographies de Le Corbusier sont consciemment manipulées pour bannir une habitation domestique normale. Elles sont véritablement des natures mortes. So what this chapter talks about is architects' terror of time. How afraid architects are of time, because time brings with it all these differences, contingencies, and changes. It upsets the purity of architecture. Donc ce chapitre parle de la terreur du temps des architectes. Ils ont cette idée qu'ils sont terrifiés du temps. Parce que le temps, en fait, ça apporte des changements, des différences, des évolutions, des choses qui sont hors de leur contrôle. So instead I talk about the idea of two things. First of all is thick time, i.e. not to see architecture as a set of instants which you take a picture of, but to see architecture as drawing on the past and projecting into the future in thick time. And the second idea is to always think about architecture as unfinished, that someone and circumstance and politics will come in and finish the building for you. Donc, en fait, je parle de deux choses. Je parle du temps épais. Au lieu d'une série de moments, d'une série d'instantanés, le temps, c'est cette idée de se puiser sur le passé, mais aussi en même temps de se projeter vers l'avenir. Et oui, de toujours se dire, toujours avoir en tête que l'architecture ou un bâtiment n'est pas terminé, que ça va être
les utilisateurs, d'autres vont continuer à agir dessus. And there's a fantastic story which you have to read, I haven't got time, where the novelist James Joyce, just before he dies, is spending Christmas with the architectural historian Siegfried Gideon. And Gideon talks about purity and cleanliness, and Joyce says to Gideon, "You don't know how wonderful dirt is." And dirt signifies time and change. Donc il y a une histoire fantastique, on n'a malheureusement pas assez de temps pour le lire ici, il faut le lire. En fait, c'est dans l'histoire James Joyce, il passe Noël avec Siegfried Gideon, le théoricien, et Gideon en fait il est en train de parler de la pureté, de la propreté, et Joyce il dit « Mais vous ne savez pas à quel point la saleté est merveilleuse ». And so where that leaves us is that we should think about not space as the primary tool of architecture, but as time as the primary determinant of architecture. And that really changes the way that we see architecture. Donc là où ça nous laisse, c'est l'idée qu'en fait ce n'est pas l'espace qui est le déterminant principal de l'architecture, mais c'est en fait c'est le temps. C'est le temps où l'architecture doit vraiment se situer. So we're on number 7, we're doing well. And this obviously comes from Lefebvre, Henri Lefebvre. And it's very simple. Does everyone know this quote? Is it used? Yeah. Social space is a social product. It sounds really simple, but it's very, very complex, because it is saying space is not abstract, space is not pure, space is not about geometry, space is social. And space is produced not just by you as architects, but by society. The space of this room is a social space in which we are producing a certain form of space, with me on a stage, you looking passive. That is a social space which is being produced. Donc en fait cette phrase c'est apparemment simple mais elle comporte des implications complexes. En fait avec cette phrase on est en train de dire que l'espace ce n'est pas abstrait, ce n'est pas pur, ce n'est pas une question de géométrie. L'espace c'est social, c'est produit par la société. Et par exemple cet amphithéâtre là, on a une certaine forme d'espace. Je suis là, vous êtes là. Il y a une certaine de forme des interactions, c'est social, ce qui se passe ici. And as the exhibition and your 3-year program is going to discuss, space is now predominantly produced by the market as a social and economic force. Et comme donc l'exposition et le programme de 3 ans qui va avoir lieu ici dans l'école va dire l'espace aujourd'hui c'est produit surtout par le marché, par un contexte économique. So having been through time and then space, I make a proposition. And this is based on a story which I heard on a radio.
in which the singer Elvis Costello says that before he does the final cut of his records, he asks the engineers to play it back through a very cheap radio. And this is brilliant, because what happens if you play your buildings back through the equivalent of a very cheap radio? I.e., not hi-fi, but lo-fi. Donc on a parlé du temps et puis de l'espace. Et maintenant j'ai une proposition qui est liée à une histoire que j'ai entendue à la radio, une interview avec Elvis Costello, où il expliquait que en fait il demande aux ses ingénieurs, après avoir travaillé sur un morceau, que ça soit transmis à travers une radio vraiment bas de gamme, de mauvaise qualité. Et donc, qu'est-ce qui se passe si en fait, c'est génial cette idée. Et qu'est-ce qui se passe si on pense à l'architecture dans cette même façon? Donc, en fait, on arrive à la notion d'une architecture lo-fi. And then there's a story about Le Corbusier saying he hates going to concerts because it's full of other people, and he only likes playing music through a hi-fi system. And that, in a way, makes the analogy. Il y a aussi une histoire de Le Corbusier qui dit qu'il déteste aller au concert parce qu'ils sont plein de gens, plein d'autres gens. Lui, en fait, il aime vraiment que écouter la musique à travers son hi-fi. Ça complète un peu cette analogie. So what might lo-fi architecture be? First is the sense that it's much more than an aesthetic issue alone, but brings in the social and the ethical. Second, that its production is collective and thus dependent on far more than the guiding hand of the single architect. Third, lo-fi architecture is an intentional hybrid, transgressing conventional boundaries, accommodating mess. And fourth, lo-fi architecture is always alert to the context, physical and social and political and economic. Donc, quoi donc est l'architecture lo-fi? Tout d'abord, il y a l'idée que l'architecture lo-fi est beaucoup plus qu'un sujet esthétique. Elle amène aussi la sociale et l'éthique. Et au lieu d'un objet, on pense plutôt à une série de relations. Deuxième, sa production est collective. Elle dépend sur beaucoup plus que la main d'une ou d'un seul architecte. Troisième, l'architecture lo-fi, elle est hybride, elle transgresse les limites conventionnelles, elle peut accueillir le bazar, le chaos, le saleté. Et quatrième, l'architecture lo-fi est toujours à l'écoute, toujours attentive au contexte physique, social, économique qui est autour. Then the final bit of the book is probably the angriest bit. And I talk about, as I talked about this morning, the problem of the problem. That what architects believe they're doing is to provide, to see the world as a set of problems which they then provide the solution to. And particularly when we get to climate, climate is not a problem that can be solved. It's a predicament that has to be faced.
Donc on arrive à la partie finale du livre, qui est peut-être la partie la plus colérique, fâchée du livre. C'est un peu ce dont j'ai parlé ce matin. C'est cette idée de voir le monde comme une série de problèmes qui peuvent être résolus. Et en fait, cela particulièrement par rapport au climat. Le climat, c'est plus qu'une série de problèmes qui peuvent être résolus. C'est plus que ça. Instead, I refer to a writer who says instead of seeing the world as a set of problems, it's a context which we have to try to make sense of. Donc je me réfère à un écrivain qui dit qu'au lieu de voir le monde comme une série de problèmes, il faut le voir plutôt comme une sorte de contexte qu'on doit essayer de comprendre, en faire une sorte de sens. And then finally, I take the idea of ethics, and I do get very exercised about this. Après, je m'adresse au sujet de l'éthique et je m'emballe un peu. And I talk about what I call phony ethics. An impasse is reached in the phony ethics of architectural discourse. No architect sets out to behave badly or to inflict unhappiness on the world. The problem is that their priorities as to what constitutes the good are so misplaced. Donc nous arrivons à ce que j'appelle l'éthique factice. Mais en fait, nous arrivons à une impasse dans l'éthique factice du discours architectural. Il n'y a aucun architecte qui a l'intention de se comporter mal ou d'infliger la misère au monde. Le problème, c'est plutôt que c'est juste que leurs priorités sont complètement décalées, déplacées en termes de comment créer le bien. And the confusion comes because it's a confusion of ethics with aesthetics. That in some way the argument goes, by making beautiful things, you are in some way behaving with a sense of morality. Donc la confusion, en fait, se trouve, il y a cette sorte de confusion entre l'éthique et l'esthétique. Il y a cette idée qu'en fait, si on crée les choses qui sont belles, on crée de la beauté, on est en fait en même temps en train d'agir moralement, créer aussi en même temps une sorte de moralité. A brick has no morals. There is no redemption in shadow gaps. Blobs do not possess an ethics of motion. They are just blobs. Une brique n'a pas de morale. Il n'y a pas de rédemption dans les joints creux. Les blobs ne possèdent pas une éthique de la motion. Les blobs sont au mieux juste blobs. And also the codes of professional ethics are not social ethics. They're completely reductive. Donc les codes d'éthique professionnelle ne sont pas des éthiques sociales. Ces codes sont totalement réductifs. So maybe the only thing to take away from this lecture is this one quote, because I think it's so important. To assume an ethical stance means to assume responsibility for the other. And the other is multiple. The other is the planet. The other is the more than human. The other are the people who build your buildings. The other are the users of your buildings. The other is society that sees your buildings, and so on. And that, in a way, could define architectural education.
Donc en fait, d'assumer une posture éthique, c'est plutôt d'assumer une responsabilité pour l'autre, pour les utilisateurs, pour les usagers, pour tout le monde qui interagit avec l'architecture. Et c'est peut-être là où on peut trouver une éthique pédagogique pour l'éducation dans l'architecture. And the book ends with a bit of kind of indulgent writing, maybe, called Angels with Dirty Faces. Angels with dirty faces, angels able to pass through space, time and walls with dirty faces, and then able to bring them all together. Angels, androgynous imaginers of possible futures with dirty faces, which is always engage. Angels, the original messengers with dirty faces, human and slightly flawed. Architects modestly bound to the earth, but with the vision, environmental sense, and ethical imagination to project new social, spatial futures on behalf of others. Le livre se termine avec un peu d'écriture qui est un petit peu là pour se faire plaisir, en prenant l'image des anges aux figures sales. Des anges capables de traverser l'espace, le temps et les murs, aux figures sales, puis capables de les réunir tous ensemble. Des anges androgynes, imaginant le possible, aux figures sales, qui est toujours engagé. Des anges, les messagers originels, aux figures sales, humains et légèrement imparfaits. Des architectes modestement liés à la terre, mais avec la vision, le sens de l'environnement et l'imagination éthique pour projeter de nouveaux avenirs spatiaux, sociaux pour d'autres. I wrote a new introduction for the French edition in which I said the big gap in the book, although it ends with the word environment, is to do with the environment, to do with the crisis of climate. So I'm going to do another 20 minutes maybe, go on to a project which we've just finished called Architecture is Climate, which in many ways is a kind of a return to the themes of architecture depends, but in the context of climate. Pour la version française du livre, j'ai écrit une nouvelle introduction qui pointait sur le fait que ce qui manquait dans ça dépend est le sujet de l'environnement, du climat. Du coup, maintenant, on va passer à un projet plus récent, un projet qui vient de se terminer, architecture, qui lie l'architecture et le climat. So the project started with this question. Le projet a commencé avec cette question. Hop, il est là. Est-ce que c'est le bon? Oui. Qu'est-ce qui se passera à l'architecture une fois que l'urgence climatique aura défait ses prémices fondamentales de croissance, d'extraction et de progrès? So there was a moment in the project when we took this standard question, what can architecture do for the climate emergency? Donc il y a un moment dans le projet où on a posé cette première question. Que peut faire l'architecture face à l'urgence climatique? And this returns to the problem of the problem. It treats climate emergency as a problem.
as if we can take the world to an emergency hospital ward and try to solve the problem. It places architecture outside of the crisis of climate and makes it something that we feel that we can do something to. Donc du coup, on revient au problème du problème. J'arrive pas à m'écouter. En fait, on traite le problème du climat comme un problème. On pense que peut-être on peut aller à l'hôpital, on peut résoudre ces problèmes. En fait, ça place l'architecture hors du climat. On pense qu'on peut apporter des solutions au lieu de reconnaître les connexions. So we reverse the question. Donc, on détourne la question. What does climate breakdown do to architecture? Que fait le dérèglement climatique à l'architecture? And the answer is architecture is climate. La réponse c'est que l'architecture est climat. And that, as you'll see, it means a complete redescription and re-understanding of what architecture might be. Et cela, ça implique une sorte de repenser entièrement, de redécrire, de redéfinir l'architecture totalement dans son entièreté. And it means looking upstream to what has created climate breakdown and architecture's role in that creation. Et ça veut dire regarder en amont du Coran, donc de regarder qu'est-ce qui a créé le dérèglement climatique, qu'est-ce qui a créé l'architecture. Before looking downstream as to how we might do something. Et puis de regarder en aval du Coran et vers le futur et voir qu'est-ce qu'on va faire. So what architecture, particularly when it's called sustainable architecture, does is to simply deal with the symptoms of climate breakdown. And it addresses those by trying to relieve those symptoms. Donc, quand on parle de l'architecture durable, en fait, c'est juste en train de regarder les symptômes de cette situation et d'essayer de trouver des solutions, de les résoudre. Mais en se focalisant sur les symptômes. And often that takes the form of technical or technocratic responses. Low carbon design, straw bales, and other sustainable methods, which you should do. I'm not saying don't do that, but what it doesn't do is to look at the causes. And unless we address the causes, we will never begin to face the crisis in a meaningful manner. Et donc souvent, en fait, ça devient une série de réponses technocratiques, comme la construction basse carbone, la construction en paille, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire cela. Bien sûr qu'il faut faire cela, il faut bien sûr. Mais en fait, il faut en même temps, il faut aussi regarder les causes. Il faut essayer de comprendre pourquoi on en est là. So what we did was to create this installation. This is it in the Rotterdam Biennale, which we look at a set of verbs which describe the causes of climate breakdown and architecture's role within it.
Donc ce qu'on a fait, en fait, on a créé une installation. Là, vous voyez que c'était installé dans le Biennale de Rotterdam. Et en fait, on a créé une série de verbes qui décrivent le dérèglement climatique et comment on est arrivé là. And we made this quite critical and depressing piece really beautiful by doing it as an embroidery. Donc en fait, c'est une œuvre qui est très critique et en fait vraiment très déprimante, mais on l'a rendue extrêmement belle en le faisant en tant que broderie. So this is the diagram flat, and these are the words: ignoring, ignoring the consequences of the crisis, ignorer les conséquences de crise, of other ways of being and doing, which I talked about before, that the modern project excludes other ways of thinking, the vernacular, from the global majority. d'autres façons d'être et de faire. Et j'ai parlé de ça avant, que le projet moderne, en fait, il exclut le vernaculaire, d'autres façons de voir le monde. And ignoring social justice as part of the crisis. Et que aussi d'ignorer la justice sociale comme partie de cette crise. You can't see it, but this column is all about economy. So it's relevant to the project here. Okay, the next one is separating. Separating forms of knowledge, which is what the modern project does. You're in an architecture school. You deal with the world as architects, but you could also be in a school of politics to see the world like that. But the modern project separates forms of knowledge. It's fine. Yeah, okay. Separating functions from each other. But the most important is the separation of humans from nature. As soon as modern man, and it was all men, decided that nature was separated from humanity, the disaster starts. Oui, le point le plus important, surtout en parlant de la séparation, c'était la séparation entre la nature et l'homme. Donc c'était les hommes qui ont décidé ça. C'était à ce moment-là que le désastre commence. Cette idée qu'il y a l'homme et la nature. So the next verb of the modern crisis is that of accumulating, again very relevant to your project of the market. Accumulating control. It's happening in front of our very eyes in the global political scene. Accumulating of stuff and accumulating of wealth. Donc le prochain mot très important, particulièrement dans le contexte de vos projets ici, c'est le mot accumuler, l'accumulation de contrôle, l'accumulation des choses, l'accumulation de la richesse. Exploiting of labor, again relevant to this whole idea of architecture and the market, of land and of natural resources. Donc l'exploitation du travail, de la terre et des ressources naturelles. Band-aids. So this is the way that most sustainable architecture operates. I think it's worth translating. Yeah. Moi, je l'ai traduit donc band-aid comme mettre un pansement, littéralement. Donc c'est vraiment comme ça que l'architecture fonctionne. A building is only a small patch over a much deeper wound.
and it doesn't solve the wound. Un bâtiment, c'est comme un pansement, comme une petite chose sur une blessure qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus énorme, et en fait, ça ne fait pas guérir cette blessure. And then across the top are the sites which we think that architecture should be operating in. They're not the traditional sites. Donc en haut de cette œuvre, on a les lieux, les sites où on pense que l'architecture pourrait travailler, pourrait s'approprier, opérer. Mais ce ne sont pas les lieux traditionnels pour l'architecture. And the first is economy, so is to do with the market. Le premier, c'est l'économie, donc le marché. Policy, resources, land, infrastructure, knowledge, culture, and labour. And so each of those sites is then described within the book. Donc, après l'économie politique, ressources, donc l'Inde, que moi j'ai traduit, ça peut être terre, mais aussi foncier, je pense qu'il y a mais terre principalement, infrastructure, savoir, culture, travail. Et on adresse ces catégories dans le livre. So these are the two questions which we reversed. And this then is the idea of fragile band-aids to gaping wounds. And the book talks about the way that architecture is complicit in climate breakdown. It is guilty. Donc, le livre parle de l'idée que l'architecture est complice dans le dérèglement climatique, que l'architecture est coupable. Tragically, the surface of architecture distracted everybody from its underlying role in the production of climate breakdown. The architecture of the modern era relied on extractive and combustive processes to such an extent that fuel came to dictate form. Tragiquement, les surfaces de l'architecture ont créé une distraction. Elles ont masqué le rôle sous-jacent de l'architecture dans la production du dérèglement climatique. L'architecture de l'époque moderne était tellement dépendante de l'extraction et de la combustion que c'est le carburant qui a dicté la forme. L'architecture est devenue addicte à l'extraction des énergies fossiles et d'autres matériaux. So by saying architecture is climate, we then describe how they share some characteristics. Après, donc, on dit que l'architecture est le climat, et puis on commence à expliquer comment elle partage des caractéristiques ensemble. First, both architecture and climate are relational. They bind together multiple human and more than human conditions. D'abord, tous les deux sont relationnels. Ils entremêlent une série de conditions humaines et plus que humaines. Secondly, they are both temporal, formed in the past, as I talked about, influencing the present and projecting into the future. Les deux sont temporels, formés dans le passé, influençant le présent et se projetant vers le futur. They're both shaped by the tenets and operations of modernity. Les deux sont influencés, façonnés par les principes et les opérations de la modernité.
Both climate and architecture are controlled by the forces of capitalism and created by the forces of capitalism. Tous les deux sont contrôlés et aussi créés par les forces du capitalisme. They're both deeply political, obviously. Les deux sont oui, profondément politiques. They're both experienced through multiple senses and means. Les deux sont ressentis par le biais de multiples sens et moyens. And really importantly, both architecture and climate directly affect the human and more than human worlds. Et en dernier, et vraiment très, très important, les deux ont un impact direct sur les humains et les non-humains. C'est sur ces deux domaines. But also, both are the products of these various conditions, but they can also act as agents to change them. Donc les deux sont le produit de ces conditions, mais les deux ont aussi la capacité d'agir comme des agents pour les changer, pour les modifier. And the answer to the question, what does climate breakdown do to architecture, implies an unraveling of the architecture as presently defined. La réponse à la question « Que fait le dérèglement climatique à l'architecture ?» Cela implique en fait un dénouement de l'architecture telle que nous le définissons actuellement. And just to say, we don't see this as negative. Ce n'est pas négatif, tout ça. We see this as a kind of necessary and hopeful thing. C'est nécessaire et ça apporte de l'espoir. You understand that any viable future can only be found by understanding and intervening in the systems of power and capital upstream. Donc un futur viable peut être pour un futur viable. En fait, il faut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé, en amont du Coran, ce qui est venu avant. I'm not going to go through each chapter, but we argue that climate and its effects illustrate why diverse ways of knowing are essential. Donc le climat et ses effets, ça montre qu'en fait c'est essentiel de savoir, d'avoir des connaissances de multiples types. Il n'y a pas un type de connaissance de savoir qui peut primer. En fait, c'est divers, c'est multiple. And as we talked about this morning with the students, architectural knowledge at the moment is very codified. It has a canon of architectural knowledge told through the libraries. And what we argue is that we need to redefine that canon. Donc ce dont on a parlé ce matin avec les étudiants, c'est la notion que les connaissances, le savoir architectural est extrêmement codifié. Il y a comme une sorte de canon. Et en fait, on a besoin de redéfinir ce canon, de réécrire ces principes. I don't know if you had this. It suggests a shift from architectural knowledge housed and stored in constructed spaces to architectural knowing, a dynamic ongoing process that envisions new spatial, temporal or social relations. Don't worry, it's fine. Yeah, It's fine. But this is important. Breaking the canon is not an end in itself, but rather a hopeful means to reimagine the rich possibilities of architecture in times of climate breakdown. Donc, oui, casser ce canon de connaissances, ce n'est pas le but en soi,
C'est plutôt un moyen d'espoir pour... j'ai oublié la dernière partie. The final bit. I've lost it. C'est ça, voilà. Okay. It's fine. It's about hope. Ça parle de l'espoir. Yeah. C'est pas le but. And this chapter, maybe you could... the book is free to download online. Le livre, on peut le télécharger gratuitement sur l'Internet. And maybe the chapter on economy is the one which is most relevant to the work that you're doing here. Et le pardon. Economy frames any discussion of architecture and climate. Donc le chapitre sur l'économie est sûrement le chapitre le plus pertinent par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans ce programme. L'économie, c'est le cadre pour toute discussion de l'architecture et du climat. Architecture is not an innocent bystander. J'ai la vie, ça. Donc l'architecture, ce n'est pas un spectateur innocent dans ce processus. And this page talks about various methods by which you may be able to confront the market. And it mainly talks about the need to redefine economics away from the standard definitions of growth, of GDP, of endless progress. Mais cette page parle des méthodes variées pour confronter la notion du marché. Et ça parle de cette idée qu'en fait on a besoin de trouver d'autres façons de parler de l'économie. On ne peut pas toujours parler de ça en termes de PIB, peut-être on peut parler de croissances différentes, il faut redéfinir le langage. And instead of, we don't talk about degrowth, we talk about different growth. How do you measure the growth of happiness? How do you measure the growth of equality as an economic measure? En fait, donc ce n'est pas vraiment la notion de décroissance. En fait, c'est autre chose. Comment on peut mesurer le bien-être et si les gens sont heureux? Comment on peut mesurer si ça c'est en train de croître? Comment on peut faire ça? C'était quoi après after happiness? What was it? Equality. Oui. Comment on peut mesurer une croissance en égalité? This is right at the end of this chapter, Yep. which I will read. Okay. So, this is relevant. New economic models act as a profound liberatory force and collaborator for future architecture. They bring with them new social and ecological contracts, and with those, new spatial relations. De nouveaux modèles économiques sont une force libératoire, forte et collaboratrice d'une architecture future. Ils apportent de nouveaux contrats sociaux et écologiques et avec eux de nouvelles relations spatiales. Land, almost there, very close. Resources. And just to know, oh no, it's gone too fast. I'll get to it later. And finally, culture. Where I go back to architecture depends. And I talk about the strangeness of architecture school. Donc la dernière partie, c'est culture, où je reviens à ça dépend. Je parle de les qualités étranges de l'école d'architecture. Okay.
Okay, so this is the final bit. Climate breakdown demands we imagine other ways of living together with a ravaged planet. This in turn calls for a shift in cultural sensibilities, and with it, a reinvention of how architecture might be imagined, as the rebuilding of spatial and social relations between humans and more than humans. Le dérèglement climatique demande que nous imaginions d'autres façons de vivre ensemble avec une planète ravagée. Cela, à son tour, demande un déplacement de sensibilité culturelle et une réinvention de comment nous pouvons imaginer l'architecture, comme la reconstruction des relations sociales et spatiales entre humains et le plus que humain. The future is not a script to be written from scratch. It can already be found in the new and fragile formations that are already emerging that need support and understanding. Le futur n'est pas un scénario qui doit être écrit à partir de zéro. On peut le trouver déjà dans les formations nouvelles et fragiles qui sont en train d'émerger et qui ont besoin de soutien et de compréhension. And just to finish, the website, also called Architecture as Climate, has a description of all these words accumulating, but the bit you may find useful are this bit called the practices of hope. Et donc pour finir, le site web il comporte des descriptions de tous ces mots, mais vous trouverez peut-être très utile cette partie-là qui s'appelle c'est la description of hope? La description de l'espoir. But just a warning, this section, practices, is not about architecture as you know it. Mais attention, ce n'est pas sur l'architecture comme vous le connaissez jusqu'à là. Instead, there are about 120 practices, and you can filter them by what you're interested in. Il y a à peu près 120 pratiques différentes. Il y a des filtres, vous pouvez parcourir par rapport à vos intérêts. So that's a typical entry, and then it has further reading, but also it says these are the issues addressed by this practice: exploiting labour, violating identities, violating rights and capabilities. Donc je vous montre une sorte de page typique. Vous voyez qu'il y a un texte, et en bas il y a les références pour lire plus loin. Et après, à la fin, ça pointe sur les sujets les plus importants. Dans ce cas, c'était l'exploitation de labeur, du travail. And the final bit of the website is called Futures. And again, you may find this useful. It's slightly annoying as a design, but it has 33 futures, 33 prompts for action, and then a description of how to use them. And we found these really productive working on student projects, where you can look at them, but you can also then gather all the other information from the website and take a screenshot. I'm really proud of the website. I think it's an amazing piece of work, and I say that because I didn't do it myself. Donc cette dernière partie qui s'appelle Future pour être utile. C'est un peu frustrant le design, mais en même temps c'est très bien. En fait, il y a 33 futures différentes. C'est comme des idées, comme des points de départ, points de déclenchement de processus. Vous pouvez, voilà, on les utilise beaucoup avec nos étudiants.
Ça peut vraiment générer des discussions très intéressantes. Je suis très fière de ce site. Je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui l'a fait. Last slide. Dernier diapo. Climate breakdown demands systemic change. Le dérèglement climatique demande du changement systémique. Just keep going. Cela va engendrer de nouvelles relations sociales et économiques qui seront accompagnées de nouvelles relations sociales, et c'est là où de nouvelles formes de pratiques sociales arrivent. Thank you. Thanks, Ruth. And thank you to Ruth, because I threw in some unrehearsed bits. That's all right. You were very kind and had a good rhythm. Merci. On vous propose de... Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, tout simplement. Oui. It's about the book and also what we have said this morning. And do you believe we should invent an aesthetic of maintenance, or where the building could be repaired, but not repaired perfectly and repaired with imperfect manners or other things? I agree with almost everything apart from the word aesthetic. Je suis d'accord avec presque tout sauf le mot esthétique. Because as soon as you talk about an aesthetic of maintenance, then once again you shift architecture into its own world. Whereas if you just talk about maintenance as a way of thinking, as an ethic, as a way of behaving, then you open it up to a much broader human conversation. Donc oui, si on parle de l'esthétique de l'entretien, on revient au monde de l'architecture avec sa propre autonomie. Mais si on pense à l'entretien comme une façon de penser, ça reste plus ouvert. Et j'ai oublié la dernière partie, je suis désolée. Mais je pense que But, I mean, it's a good question, as long as you understand maintenance as a social context, as well as a physical and material. What does maintenance mean in terms of the maintenance of social justice, for example? And how then do you operate with that as an architect? Donc il faut toujours le comprendre comme quelque chose de social. C'est bien sûr c'est matériel, physique, mais c'est aussi social. Qu'est-ce que si on parle de l'entretien ou de la maintenance de la justice sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Thank you for the conference. I've got a question about the effectivity of critics, because we don't have often critical thinkers that have been in position of powers within institution of architecture. So my question will tackle the subject of how can we implement systematic change within our profession. How did you try to move things? What were the locks that you've met, for instance, mainly about the project, for instance, the timing, pedagogical timings of learning the projects make it very difficult to reconnect architecture with what it demands of, for instance. It's a brilliant question, because I would say that the first place to start is in a room like this.
the first place to start is within education, that you have some freedom as students and as educators to determine your own course and to challenge and criticize some of the elements of the status quo. The profession, it's much more difficult because the profession, because it is so now determined by the economy and by the market, if you try to challenge the status quo of the profession, you may destroy it because it will have no economic base. And therefore, I think that my experience is that if you start in education, then a generation of students will come out with new ways of seeing the world and therefore be able to change the world. And I think that we did that at Sheffield to some extent. That what happened at Sheffield, we see a whole generation of students going out and operating in different manners. Oui, c'est une question excellente. Il faut commencer dans l'éducation. Il faut commencer dans une salle comme ça. Parce que là, on a la liberté de déterminer le contenu, les programmes. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile dans la profession. La profession est tellement déterminée par l'économie. Les choses sont figées. Si on commence à questionner la façon que ça fonctionne dans la profession, en fait, on peut tout détruire, on peut tout faire tomber. Donc, c'est pas l'éducation. Il faut éduquer des générations d'étudiantes qui vont sortir dans le monde et qui vont opérer, fonctionner d'une autre façon, d'une manière différente. Donc, c'est cette sorte de masse. Et c'est quelque part ce qu'on a réussi à faire à Sheffield. Oui, bien sûr en français si vous voulez. When you speak about contingency, does it mean that as architects, like Angel with the dirty faces, we should design a transformable architecture rather than a finished object that tends to resist or to face climates, or there's another way, maybe? Both. That, yeah, the current way by which one faces climate is through your word, the tools of architecture, yeah? And the tools of architecture are buildings. And I would absolutely not stop you doing the best you possibly can in relation to the design of buildings, to make carbon positive buildings. But that's not enough. And what we're arguing is that there are other ways by which you can use architectural intelligence within these other sites. And architects are really good at that. But the trouble is that architecture is so often just defined through the building and not through these other ways of thinking, which we talk about, of the relational, the temporal, etc., etc. So I think the answer is both. Donc les deux. Donc il faut. Je vais toujours vous encourager de faire des bâtiments à énergie positive, des bâtiments très basse carbone. Il faut absolument faire ça, c'est bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on utilise l'intelligence architecturale dans d'autres lieux, dans d'autres façons. Et il faut faire les deux. Mais il faut aller au-delà de faire des bâtiments écologiques. Thank you. In
in It Depends, you evoke a special part in the text in which you come back to a special moment of the building of your own home, right? And my question is, in this experience as a designer, how you deal or cannot deal with this idea of contingency? It's a weak moment in the book. I shouldn't have done it. And I was criticized for it because it looks very vain that the only building described is my own building, Sarah's building. So, and in a way, the building doesn't fulfill the argument of the book. The building is celebrated, photographed, visited, has become part of the canon of architecture, will be classified as a historic monument. So in a way, the building is not the best, the best description of the argument. And I think it was probably a mistake to talk about it. Oui, c'est peut-être le moment un peu faible du livre. On m'a critiqué pour cela. En fait, la maison, elle est célébrée, elle est très connue, elle est devenue partie d'une sorte de maison iconique. Ça va peut-être classer. Donc, elle ne remplit pas du tout, elle ne correspond pas du tout à l'argument du livre. Oui, il fallait peut-être pas parler. C'est là. I think the only where it does work is that when it was first built, no one knew what to make of it. No one understood what we were doing because it transgressed so many boundaries. So at that level, it does work as a kind of a partial description. Oui. La seule façon peut-être que ça fonctionne, c'est que si on revient au moment de l'achèvement de cette maison, à ce moment-là, on ne l'a pas compris. C'était reçu d'une manière comme quelque chose d'étrange. Et donc, dans ce sens-là, ça correspond à l'argument du livre. So the fact the house is in a really beautiful French book for children, which tells the history of architecture, so of modern architecture. So it has Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Corbusier, Rem Koolhaas, and then Sarah Wigglesworth and Jeremy Till. And at that level, you know, it doesn't work with the book. Oui, donc la maison, elle paraît dans un livre pour enfants, un très 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 beau livre sur l'architecture. Et donc il y a des maisons de Frank Lloyd Wright, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, et puis Wigglesworth and Till. Donc du coup, c'est un peu décalé par rapport au livre.